j'avais envie de vous en parler pour dire regardez, c'est juste génial. Il faut vraiment essayer de l'adopter dans nos sociétés si vous faites du flotteur. Et si vous n'en faites pas, bien sûr, démarrez tout de suite avec Dart 3. C'est un live coding, donc il y a 4 slides, il y a les 2 là, et puis il y en a 2 à la fin pour dire merci, et puis je crois qu'il y en a une autre de synthèse. Mais c'est tout. Je me suis entraîné, j'espère que ça va marcher. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience de l'intérêt de passer à la nouvelle syntaxe de Dart 3. Pour info, dès que vous prenez la dernière version stable de Flutter, vous êtes avec le dernier SDK de Dart, donc avec Dart 3. Donc, et là c'est parti. Je vais essayer d'être clair. Si je ne le suis pas, vous me le dites. J'aurais dû démarrer la pile normalement avant. Ça commence bien. Voilà. L'idée, c'est de faire une petite appli qui va afficher un document. Où on va avoir un titre, des images, des paragraphes, et puis un footer où il y aura le nom de l'auteur et la date de modification. Et mon idée, c'est de vous montrer d'abord comment on aurait pu écrire le code en Dart 2, d'accord, et de voir ce que Dart 3 va nous apporter par rapport à ce code. Mais l'idée, c'est effectivement donc, de faire une petite appli sur mobile dans ce cas-là. Donc j'ai 2 fichiers, le fichier qui est lui, qui est ici, on reviendra dessus. Et puis j'ai un autre fichier qui correspond à mon modèle de la vue que j'ai envie d'afficher. Et l'idée, c'est de partir d'un fichier JSON. Dans l'idée, ça vient d'une requête HTTP, et de le parser, de le transformer en modèle et de l'afficher dans la vue. C'est exactement ce qu'on fait quasiment tous les jours. La première chose que je vais faire ici, dans cette méthode extract metadata, c'est d'extraire cette partie-là. Alors, si on l'écrit globalement comme on devrait le faire, on devrait faire quelque chose comme ça. Metadata. Et JSON. De metadata. Est-ce que c'est une map? D'accord, donc je vérifie qu'il y a bien une clé metadata, je vérifie que la clé metadata est bien une map, puisque c'est le cas ici. Et puis je continue comme ça. Alors je vais peut-être faire l'affecter d'abord. Ensuite, si metadata contient la clé title et que title est une chaîne, j'affecte la chaîne. Ça, je m'en fiche. Si metadata point autor, c'est pas mal. Donc l'idée, c'est de vérifier que j'ai bien toutes mes clés présentes, que les clés sont du bon type, et de récupérer, donc d'extraire ces valeurs au fur et à mesure. La seule chose que je vais faire ici, c'est que je vais quand même parser la string pour avoir un date. Et là, il a fait un peu trop. Hop, voilà. Globalement, c'est le code qu'on devrait écrire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Souvent, on accède directement aux clés. Et on dit, si jamais ça plante, c'est pas grave. À un moment, dans l'UI, je montrerai que le format n'est pas bon. Mais globalement, on devrait quand même vérifier ce qui vient d'un JSON. Je pense qu'il me manque quand même quelque part. Ça, c'est final. Bon, on va dire que c'est bon. Et là, quand je retourne, en fait, ici, qu'est-ce que je retourne? Alors, sur ma méthode, je n'ai rien mis, mais si je demande à IntelliJ de me mettre le type, en fait, c'est une map de string dynamique. Pourquoi dynamique? Parce qu'en fait, j'ai une chaîne et une date time. Donc, en fait, le type commun, c'est dynamique. Je pense qu'il me manque un accolade quelque part.
Alors bien sûr, l'autre façon de faire, c'est de dire je vais me créer une classe, ce qu'on pourrait appeler en Kotlin une data class, où ça va être une classe complètement anémique où on va stocker directement. Le truc, c'est que quand on a beaucoup de ce type de structures à retourner, eh ben, il faut les créer, il faut les maintenir. Voilà. Ce que nous amène Dart 3, ça c'est la première notion, c'est ce qu'on appelle les records. Alors les records, c'est une classe où on va mettre autant de propriétés qu'on a envie et de types différents sans devoir la déclarer. La seule chose, c'est qu'on ne met pas record, mais on met juste parenthèse, et après on met les valeurs à l'intérieur. Donc là, je retourne un record en mettant title, author et modifier. Si je demande ici à nouveau de me montrer le type, alors IntelliJ a un petit problème, je l'ai vu hier soir. Voilà. Je vais me remettre le type ici pour voir comment on l'utilise. Si je passe côté UI maintenant, j'ai récupéré mon document et je vais pouvoir récupérer les métadonnées. Et si par exemple je veux faire afficher le titre, metadata, et si je regarde à quoi j'ai accès, ben en fait, je n'ai pas accès à grand chose, mais par contre, on voit quelque chose qui est nouveau, on voit $1, $2, $3. Et en fait, c'est la façon pour accéder aux propriétés du record. Alors là, il y a certainement un problème, mais c'est plus IntelliJ, le plugin, c'est qu'en fait, il ne me donne pas les types. Donc si jamais je mets $1, je vais enlever ça. Et non, ici, voilà, j'ai bien mon titre. Alors ça, c'est pas très cool. Alors je pense qu'on devrait avoir le type, mais par contre, on ne sait pas ce que c'est en termes sémantiques. C'est quoi le 1, le 2 et le 3. En fait, on n'en sait rien du tout. Et en fait, les records, c'est comme n'importe quelle classe dans Dart, c'est que dans les constructeurs ou même dans les méthodes, vous savez qu'on peut passer des paramètres en fonction de la position, mais aussi en fonction de son nom. Ben, dans les records, on peut faire la même chose. C'est-à-dire que si ici je dis, je mets des accolades, et je mets string, title, string, author, et datetime, modified. Alors bien sûr, il faut que je change ici. Là, c'est vraiment l'appel d'une classe comme on le fait d'habitude avec des paramètres nommés. Hein. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas marqué record. Par contre, ici, maintenant, ce qui est bien, normalement. Ah oui, pardon. Je l'ai affecté à une propriété de mon document. Il faut quand même que je change ça. Et maintenant, ici, si je lui demande, ben, j'ai bien accès à title, à author et à modifier. Donc ça, voilà, il y a les deux façons. Je reparlerai en synthèse, mais moi, clairement, je pense qu'il faut utiliser les records avec les propriétés nommées et pas les propriétés par position. Une autre chose qu'on peut faire, donc ici, j'ai bien title. Pas de souci, ça fonctionne. Si je sauve, j'ai toujours mon titre. Par contre, moi, je ne suis pas un fervent d'appeler une instance de classe, puis d'appeler une propriété. Et en tout début, je préfère souvent extraire directement des variables avec les bonnes valeurs. Et ce qu'on peut faire en Dart 3, c'est qu'ici, je vais faire title, string title. Décidément, je n'en ai pas écrit longtemps. Et j'ai dit modified, et c'est un datetime. Modified. Voilà. Alors ça, c'est une deuxième notion qui existe. C'est ce qu'on appelle l'assignement de variables par pattern matching. Pardon. On va beaucoup parler de ça dans tout le live coding. L'idée là, c'est de dire, mais en fait, je vais extraire ce qui est à l'intérieur de mon record, qui est retourné par metadata,
directement en nommant les propriétés ici. Je crois d'ailleurs qu'ici, en fait, je peux faire final, hein, parce que non, même pas. Là, on ne peut pas là-dessus. Et du coup, ici, j'ai directement accès à Titan. Du coup, je vais en profiter là pour mettre autor et modifier. Et donc en bas, j'ai bien Eric Tex avec la date de l'article que je suis en train d'afficher. Vous le voyez assez là, même au fond? Pas trop bas. Voilà, donc ça c'était pour les records. On va faire la même chose maintenant. Alors non. Par contre, tout à l'heure j'ai écrit ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper long à écrire, c'est sujet à bug, donc c'est pas top. Je vais le mettre en commentaire, comme ça on va le garder, on pourra faire la comparaison. Deuxième fonctionnalité de Dart 3, très intéressante, c'est le if case pattern matching. Donc ça s'écrit if, le nom de ma variable, case, et ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle un pattern matching. La définition d'un pattern matching, c'est de dire je vérifie que ma variable a la même forme, on va définir ce que c'est une forme, que ce qu'il y a derrière. Donc qu'est-ce que c'est JSON? Si je regarde mon JSON qui est là, c'est une accolade, donc c'est une map. Une map en littéral, en Dart, ça s'écrit avec des accolades. Ça, c'est l'intermédiaire, si jamais je rentre dedans. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai une clé. Metadata. Metadata, c'est quoi? C'est aussi une map. Map en littéral, toujours, je mets des accolades. Ensuite, j'ai une clé title. Title, par contre, j'ai envie de l'extraire. Et j'ai envie de vérifier que title est une chaîne. Et je fais pareil pour les autres. Et modified, qui est aussi une chaîne en JSON. Et là, si c'est le cas, eh ben, je vais retourner. Je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple, parce que je suis un peu flemmard. Qu'est-ce qu'il n'oublie pas? Ah, effectivement. Voilà. Et si je sauve, eh ben, tout marche comme avant. On ne voit pas la différence, mais ça marche. On va essayer de s'arrêter quelques secondes sur ce pattern matching. Ça veut dire que pour retourner ici, donc pour pas qu'il y ait de déclenchement d'exception qui est tout en bas, ça veut dire que ma variable JSON, qui est une map de string dynamique, doit correspondre à ce shape, donc à ce format, c'est-à-dire être une map qui a une clé metadata, qui elle-même est une map. Cette map à l'intérieur a une clé title, qui est de type chaîne. J'extrais la valeur qui est dans le title, dans la clé title, et je fais pareil pour les autres. Le pattern matching, c'est ce qu'on appelle non réfutable. C'est-à-dire que si jamais vous rentrez dans le return, vous êtes sûr que ça correspond exactement à la forme que vous avez définie. Donc ça veut dire que cette ligne de code remplace tout ça. Alors là, en plus, j'ai pas... si jamais je lui ai demandé de formater, ce qui est super sympa, c'est que quand on regarde ça, et quand on regarde ça, en fait, c'est la même chose. Il suffit de changer les doubles cotes en simple cotes et d'enlever les valeurs et de dire je l'extrais en string de chaîne. Donc ça, c'est une fonctionnalité géniale. Et vous allez voir qu'on va beaucoup parler de pattern matching, parce qu'il y en a plein d'autres que ça. Ok, je vais pouvoir faire ça. Oui, tu as une question, donc vas-y. Ouais. Si dans ton objet JSON metadata, tu as d'autres clés, Merci, je voulais en parler. Je pense, hein, je m'excuse, je vais un peu plus vite que ta question. Effectivement, le pattern matching, vous n'êtes pas obligé de faire matcher sur la totalité des clés. S'il n'y en a qu'une partie qui vous intéresse, vous ne faites matcher que ce qui vous intéresse. Et encore une fois, vous pouvez nester vos pattern matching, c'est ce qu'on a fait ici, hein, parce que là, c'est une map,
et une autre map, et j'aurais pu descendre plus profondément si mon JSON était très profond. Mais vous n'êtes pas obligé de vérifier tout. La preuve, c'est que là, metadata, mon JSON, oui, il a une clé metadata qui est une map, mais en fait, j'ai aussi une autre clé au même niveau que metadata qui est parts. Et ça, je ne l'ai pas extrait. Je ne l'ai pas pattern matché. Donc en fait, ça veut juste dire, je m'en fous. Elle y est ou elle n'y est pas. Moi, j'extrais les métadonnées. Oui. Et si tu parles d'une clé dans ton matching qui n'est pas dans ce que tu récupères, parce que là, tout à l'heure, tu testais si ça contenait la clé. Si par exemple, tu essayes de récupérer une clé mais qu'elle n'y est pas. Eh ben, ça ne va pas pattern matcher, donc je n'irai pas dans le if ne va pas être true, donc je ne rentre pas dans les termes. Et ça va déclencher pour le coup un format exception. Donc ça ne remplit pas de manière juste parcellaire. Ah non, il faut que la totalité c'est du soit shape, tout, soit rien. Voilà, c'est tout ou rien. C'est pas une partie de la... Alors, aussi, on peut le voir à travers la définition des variables, c'est que ici, j'ai pas un string point d'interrogation. Donc si je rentre, si le cas est vrai, ça veut dire que j'ai réussi à remplir auteur. Et que c'est pas un nombre. Sur le JSON, il y a aussi les numbers. Globalement, il y a les maps, les strings et les numbers. Là, pour le coup, c'est que c'est vraiment voilà. Maintenant, on va se faire la deuxième partie, qui est exactement la même chose. Par contre, on va introduire... J'avais préparé pour que ça aille plus vite. Pardon. Voilà. Une hiérarchie de classes qui vont me permettre, c'est des modèles pour la vue, qui vont contenir finalement toutes les parties que je dois afficher dans le cœur de mon article. Donc, j'ai d'abord une part, ensuite une autre classe abstraite qui est textPart, et ensuite j'ai une classe spécifique pour tout ce qui est heading, paragraphe ou image. Voilà. Et j'ai quand même une classe unknown, au cas où je parse dans mon JSON quelque chose que je ne connais pas ou que je ne sais pas afficher. Et après, l'idée, c'est d'avoir une fabrique, donc tous les constructeurs sont en privé, c'est juste d'avoir une fabrique sur la classe de base, et que ce soit elle qui m'instancie correctement les bons types en fonction du JSON. On est bon? Donc là, on va faire la même chose, on va faire du if case pattern matching. Alors, c'est quoi? C'est une map de toute manière, mon JSON, ça je le sais, qui a une clé parts, d'accord, qui est ici, qui est pour le coup une liste. Sinon, je vais l'appeler part JSON. Donc là, ça va matcher si mon part, enfin si la clé part contient une liste. Et après, ce que je vais faire, là, je vais faire part JSON, .map, part.json. Pourquoi ça va pas Pardon? Le point map. Ah oui, merci, ok là. Et ça, peut-être que je l'importe. Là, ça ne marche pas non plus. Alors, attends, on va faire autrement. On va écrire correctement. Bon, petit problème de type certainement, mais globalement, c'était ça. Donc là, je pattern match. Enfin, je fais un if case pattern match sur la partie qui concerne toutes les parties de mon document. Et puis pour chacun, en fait, je demande à la fabrique de me construire la bonne instance en fonction du JSON. Ça veut dire que la fabrique va être appelée pour chacun de ces éléments-là. Je vais juste lui demander de me mettre ça, comme ça je n'oublierai pas tout à l'heure. Et maintenant, on va se concentrer en fait sur cette partie. Donc là, qu'est-ce que j'ai si on revient dans le JSON, en fait, j'ai tout le temps la clé type, d'accord, qui va contenir image, H1 ou P. Et après, j'ai un deuxième attribut qui est fonction du type, qui
peut être URL, texte. Alors, intuitivement, en Dart 2, on aurait fait si JSON.contentKey, vous l'avez compris, type, etc. On vérifie. Et puis, on instancie un paragraphe part, else, if, etc., etc. Bien sûr, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment, c'est pas super intéressant. On a vu qu'avec le pattern matching, on pouvait faire beaucoup mieux. Et là, on va introduire une nouvelle notion du mot-clé switch que vous connaissez déjà, mais qui est utilisé aujourd'hui en Dart 2, ce qu'on appelle les statements. Mais là, on va utiliser une switch expression. C'est-à-dire que maintenant, les switches peuvent retourner quelque chose. Un switch, aujourd'hui, ne retourne rien. Vous avez juste le droit de mettre du code impératif, faire compteur plus plus, et c'est tout. Maintenant, le switch peut retourner quelque chose. Donc là, on va lui mettre JSON. Et puis là, c'est pas comme ça que ça s'écrit. J'ai corrigé copilote, hein, il n'est pas encore bon là-dessus. C'est trop nouveau pour lui. Pour l'instant, on va s'arrêter. Donc, le switch, je lui passe mon JSON en paramètre, qui est une map, toujours pareil, et je le fais pattern matcher sur les shapes que je définis. C'est-à-dire que là, je dis si mon JSON est une map qui contient une clé string, qui contient H1, donc là, je lui mets une constante, et qu'il y a aussi une clé texte qui est de type chaîne, alors tu m'extrais le texte et tu me construis le heading part. Et je fais pareil avec P, là, et avec l'image, qui lui, pour le coup, doit avoir une clé URL, et je construis une image. Par contre, ici, on voit que le compilo, il dit qu'il y a un problème, et en fait, il me dit que je ne matche pas tous les cas. Et effectivement, je ne matche pas tous les cas. Alors, sur une map, en fait, on ne peut jamais mapper tous les cas. Donc, on va être obligé de mettre un cas par défaut qui se fait avec l'underscore. Et c'est pour ça que je retourne le unknown part. Alors, vous voyez, ce code, il est concis. Il est extrêmement lisible. C'est-à-dire que même un dev qui revient dans 6 mois, en fait, il comprendra très bien la structure qu'on attend. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Et encore une fois, c'est non réfutable. Alors que si jamais je rentre ici, je suis sûr d'avoir eu du H1 dans le titre et une clé texte de type string. Et pareil pour les autres. Je vais peut-être passer tout de suite sur autre chose. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je vais continuer là-dessus. On va quand même se faire afficher les... Alors, document.part, c'est ce que je l'ai affecté quand même avant. Oui, c'est bon. Donc là, part. Et pour l'instant, je vais mettre juste du texte. Fou. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Oui, c'est les postes. Tac. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. Et là, effectivement, il m'a affiché 3 fous, ce qui correspond au nombre de parts que j'avais dans mon JSON. Donc là, super. Maintenant, j'ai besoin de faire afficher un widget différent en fonction du type de part. Hein, encore une fois, le part, ce n'est que le modèle de ce que j'ai envie d'afficher. Alors là, on pourrait se faire des ifs. On pourrait faire... je vais transformer ça quand même. Voilà. On pourrait faire... si part is paragraphe part, par exemple. Alors, return text part. Ça marchera avec des else if, etc. Mais en fait, on a le pattern matching avec le switch.
Ben là, je lui dis, si mon part, c'est un heading part, alors, peut-être que je mets un texte. Donc, si c'est un heading part, je sais qu'il y a une propriété de texte dans heading part, je lui extrais la valeur et j'affiche un texte. Avec en plus, il va déjà me donner le bon nom, enfin le bon style. Si c'est un paragraphe part, je fais pareil. Je peux lui mettre deux styles, ça, parce que par défaut, c'est le bon. Si c'est l'image part, je vais chercher sur le réseau, et si unknown, je vais plutôt mettre un size box, parce que je n'ai pas envie de l'afficher. Hop. Et là, il me dit, il n'est pas exhaustif, parce que ça ne matche pas part. Alors, on va y revenir de ça. Donc, je vais juste, ça me permet de faire quelque chose. C'est qu'en fait, dans le pattern matching, on peut aussi faire des ou. Donc là, je pourrais lui dire ou un autre type. Alors, j'en ai pas d'autre type, hein, mais j'ai envie de mettre default, mais ça ne marchera pas. Mais je pourrais mettre image par exemple, ici. Voilà. Alors, ça ne va jamais matcher, hein, puisque juste avant, je match déjà une image. C'était pour vous donner ça. Ce que je vais faire, puisque unknown part, je vais faire le défaut. Voilà. Et là, le compilo, il arrête de quoi que ce soit. Et là, en fait, cool, j'ai une image, j'ai mon titre. J'ai oublié d'enlever ça, parce que maintenant, je peux l'enlever. J'ai mon titre et mon paragraphe. Mais on a ce problème du défaut. Et clairement, une chose qu'il faut, à mon avis, bien retenir, c'est qu'en fait, si possible, il ne faut pas avoir de défaut. Pourquoi? Parce que si je mets un défaut là, ça veut dire que si je décide d'avoir un autre modèle, je ne sais pas, un titre de niveau 2 par exemple, que je le rajoute dans ma hiérarchie, en fait, le compilo, il ne va rien me dire. Et je vais oublier d'implémenter ici le pattern matching avec un titre de niveau 2. Donc ça vous oblige à regarder partout où c'est utilisé. Donc vous avez de grandes chances d'oublier. Et c'est le client final qui va s'en apercevoir. Comment on résout ce problème? Grâce à un nouveau mot-clé dans le Dart 3 qui s'appelle sealed. Je vous expliquerai pourquoi je mets les deux ici. Et là, du coup, si je fais unknown part, et bien là, le switch, il ne dit plus rien. Alors, ça mérite une explication, je ne peux pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire sealed? Sealed, ça veut dire abstract, c'est la même chose. Mais ça dit quelque chose en plus. Ça veut dire que pour hériter de cette classe-là, vous devez le faire dans la même librairie dans laquelle a été déclarée la classe sealed. La même librairie, ça veut dire le même fichier. Ou si vous utilisez les mots-clés part-of et part, qui permettent de regrouper plusieurs fichiers Dart dans une même librairie, vous pouvez le faire aussi. En fait, quand je mets abstract, on pourrait se dire, mais non, mais toutes mes classes enfants, elles sont définies ici. Oui, mais vous oubliez qu'en fait, votre code, il peut être pris par quelqu'un d'autre en tant que lib, et que quelqu'un dise, ah, j'ai une classe abstract, bah, tiens, je vais me faire un titre de niveau 2. Alors bien sûr, quand vous faites des applications, ça n'arrive pas, c'est vous qui maîtrisez. Mais le compilo, en fait, il ne le sait pas forcément. Quand vous dites sealed, ça veut dire que je suis sûr que moi, je vais te donner toutes les variants à la classe abstract. Et à partir du moment où il a la liste de tous les variants, il est capable de contrôler à la compilation, et c'est ça le plus important, c'est que c'est contrôlé à la compilation que vous avez implémenté tous les cas de figure. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous faites des classes sealed, vous n'avez plus besoin d'utiliser le cas de défaut. Un autre petit truc qui, moi, je trouve très intéressant, et je le fais systématiquement, c'est que là, j'ai mis des accolades là, dans mon map, j'ai fait un return. Le switch retourne une valeur, c'est une switch expression. Donc, en fait, je peux convertir ça en mettant une arrow function. Et en fait, pourquoi je préfère ça? Parce qu'en fait, quand on fait ça, on a tendance à dire ici, je vais faire du code impératif. Je vais faire des affectations, je vais faire des trucs. On en reparlera à la fin. Moi, je suis un peu contre le code impératif. Donc, en fait, en faisant ça,
je m'assure qu'en fait c'est une suite d'enchaînements de maps et de retours de valeurs, et qu'en fait je n'ai pas de code impératif. On va se faire une petite chose. On va se faire une petite fonction pour formater la date. Et c'est où? C'est là. D'accord. L'idée, c'est de faire un peu un formatage comme on le voit souvent sur les applications mobiles, c'est-à-dire que si l'article a été publié il y a moins d'une minute, ben, on dit maintenant. S'il y a quelques secondes, on met il y a quelques secondes, quelques minutes, et voilà. C'est d'adapter en fait ce qu'on affiche à l'utilisateur. Chose qui se fait assez couramment. Si on le fait en Dart 2 de façon très traditionnelle, on aurait tendance à faire quelque chose un peu comme ça. En tout cas, ça pourrait donner ça. If datetime.now moins la date. Pardon, c'est une différence. J'utilise des extensions des fois. Voilà, et ça nous donne une duration. Et puis là, on dirait si diff.indays égale à 0 et que diff.inhours égale à 0 et que diff.inminute égale à 0, return. Qu'est-ce qu'il me dit? Expecte le identifier. Est-ce que c'est Ah, c'est le i, pardon. Hop, ok, merci. Et là, je vais mettre now, as if, etc., etc. Enfin, vous voyez un peu le style, voilà. C'est un peu le style de code qui est comme ça. Donc, du style de code qui peut marcher, qui est super compliqué à être sûr qu'on ait traité tous les cas de figure. Je ne sais pas si vous êtes sûr, mais moi, j'en suis absolument pas sûr. D'accord? Donc, sujet à bug. Voilà. Donc, du code, en fait, qu'il faut éviter. Mais on a à notre disposition le pattern matching. Encore lui. Donc c'est pareil, return switch de datetime.now.difference dates. Et là donc c'est une duration. Et si j'ai indays qui vaut 0, si j'ai in hours qui vaut 0, in minutes qui vaut 0, et bien je mets just now. Si j'ai indays égale à 0, in hour là, et puis là je vais faire plutôt int minute. Alors, je ne vais pas gérer le pluriel et le singulier, hein, mais on aurait pu le gérer, bien sûr. J'ai un espace défaut. Et puis, on peut continuer comme ça. Non, je ne veux pas ça. Et je vais m'en faire un petit dernier. Indays, indays. Voilà. Par contre, quand ça fait plus de 7 jours, ça ne sert plus à rien de mettre 8, 9, 10. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, de dire, ben, je vais mettre des semaines. Et là, il y a une autre notion, c'est qu'on peut mettre des gardes sur les patterns matching. C'est-à-dire que là, je vais faire si days supérieur à 7. Alors, c'est tout gris. Là, pourquoi c'est tout gris? Parce que le compilo, en fait, il est en train de me dire, t'es gentil, t'as mis 2 patterns matching, mais celui-là, en fait, il prend... Enfin, celui-là, pardon, est plus restrictif que le pattern matching d'avant. Effectivement, parce que sur le shape lui-même, j'ai rien défini de plus. Par contre, j'ai rajouté un garde. Donc, en fait, ce cas-là n'arrivera jamais.
Donc en fait, il faut que je fasse ça. Et là, c'est bon. Et puis, il y a toujours ce cas par défaut. Et là, ça ne marche pas non plus. Pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, mais ça a un moment, ça aussi. Ok, c'était juste là. Bon. Et c'est pas le faire, je encore. Voilà, donc là, j'ai une petite fonction de transformation de ma date. Non, j'ai dû sauver. Non, je n'ai pas sauvé. Voilà, et donc ça fait 3 jours. Donc voilà, on peut continuer. Parce que là, dans le reader, là, moi j'avais directement créé à chaque fois qu'il y a une méthode build, ce qui est vraiment pas cool, hein, le document qui parsait, etc. En fait, dans la réalité, j'ai absolument pas ça. Dans la réalité, vous avez la plupart du temps, peut-être mieux que ça, mais au minimum un future builder. D'accord. Là, je vais quand même me rajouter le futur. Et mon repository. Point. Get document. Alors bien sûr, mon code là, il ne compile plus normalement. S'il compile, parce que je n'ai pas envie de ça. Et là, il ne compile plus parce que j'ai plus Title. En fait, Title, je ne peux pas y accéder tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis dépendant de quelque chose qui se passe dans le futur. Et on sait que quand on utilise Future Builder, il y a un moment qui est en train de charger. Il peut être en erreur à la fin ou il peut avoir des données. Donc là, pour l'instant, je remets des accolades. Parce que pour moi, ce sera plus simple pour écrire. Et puis, je peux réutiliser mon fameux switch que j'adore. Et là, on a quoi? Eh ben, on a A5 snapshot. Si j'ai une erreur, bon, je mets une constante. Là, je vais mettre en plein milieu de mon écran un texte. Et puis, si j'ai pas de données, a priori, c'est que je suis en train de charger. Et puis, si j'ai des données, donc as data, quand même true. Et puis data, je veux les extraire. Donc effectivement, c'est un document. Et là, je vais retourner ça. On verra après. Alors là, j'ai toujours title qui n'est pas... j'ai toujours pas extrait en fait le titre. Alors bien sûr que je pourrais passer en mettant des accolades. Mais en fait, je peux très bien continuer à faire du partial matching sur les éléments en dessous. C'est-à-dire mon document, je sais que j'ai des métadonnées. Final, là. Metadata. Et puis j'ai mes parts. Final, parts. Mais là, bon, on reviendra après. Donc là, metadata, normalement, title, on est bon. Ça, c'est directement mes parts, parce que je l'ai extrait. J'avais mis une majuscule. Merci. Donc les parts, ça ne change pas. Et là, ça va Pierre au niveau timing ou pas? Ou je commence bientôt à déborder là? Non. Les pizzas sont en route, ça va. Les pizzas sont en route, me dit-on dans l'oreillette. Je vais essayer de ne pas nous faire manger des pizzas froides. J'ai certainement un problème d'accolade quelque part.
un peu de bazar quand même. Donc j'ai ça ici, et après ça, j'ai une accolade et une colonne. Ouais. Par contre, le switch, la Iral, pourquoi? Parce que la classe A5 snapshot n'est pas une classe sealed. Donc en fait, il ne peut pas savoir si j'ai géré tous les cas. Donc je suis obligé de lui mettre un cas par défaut, malheureusement. Donc ça sera après colonne. Et là, comme je ne sais pas quoi faire pour l'instant, je vais mettre une size box. Là, normalement, il n'y aura plus. C'est bien, ça continue à marcher ici. Ce qui est important de voir là, c'est qu'en fait, non seulement j'ai fait un pattern matching sur le A5 snapshot, mais qu'à l'intérieur de ce pattern matching, j'ai aussi fait, au même titre que tout à l'heure sur le JSON, on avait des maps avec des clés qui contenaient elles-mêmes des maps. Là, mon A5 snapshot, quand j'ai des données, mon data, c'est un document qui a une métadonnée, et je l'affecte à ça. Mais j'aurais pu aussi ici dire, en fait, je veux extraire directement mon title, mon auteur, bon, et modified, time, modified. Et là, du coup, je peux passer de ça. Ça n'apporte pas grand-chose à mon code. Et en fait, ce pattern matching-là, en fait, il m'assure que j'ai à disposition toutes les valeurs en une seule fois, sans ligne de code impérative. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Ici, alors, on voit quand il y a beaucoup de redondance, quand on extrait des attributs, on a vu dire title, string title. Quand vous avez le même nom, en fait, vous pouvez enlever le premier. C'est un peu comme en JavaScript, je ne sais pas si vous faites du JavaScript. Quand on affecte un objet, si jamais le nom de la propriété qu'on va affecter, c'est la même chose que le nom de la variable, on met directement le nom de la variable et c'est automatique. Donc en fait, ici, voilà. Bon, c'est un petit type, c'est pas très très grave. Je crois que j'ai fini. Avant que je repasse aux 2 slides qui restent. Donc là, c'est avec un A5 snapshot. C'est pas terrible. De toute manière, cette classe, elle a un vrai problème sémantique. C'est qu'en fait, elle a un getter qui s'appelle AsError et un autre qui s'appelle AsData. En fait, ils ne sont pas exclusifs. Donc en fait, nous, en tant que développeurs, on devrait même gérer le cas où on a une erreur à vrai et des données à vrai. On fait quoi? À partir du moment où ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il faudrait en théorie gérer les deux cas. Si vous utilisez par exemple Flutterblock, alors moi je suis très adepte de Flutterblock comme state management, quand vous définissez, il y en a qui font du Flutterblock ou pas? Ouais. Jusqu'à maintenant, vous mettiez votre état de base, là, c'était un abstract, mais maintenant vous mettez Scilab. Et en fait, dans vos pattern matching de switch, vous allez avoir obligation de gérer tous les états. Et ça, c'est génial. Ça, c'est, voilà, on élimine, enfin, on n'oublie plus rien. Je pense que je vous ai tout montré. Je vais repasser sur mes slides. Pour vous donner ma synthèse, alors c'est sur 5 étoiles. Les records, c'est pas mal. J'avoue qu'avec Copilot, aujourd'hui, le temps de définition d'une data class est tellement rapide que, bon. Si vous l'utilisez, il vaut mieux utiliser les propriétés nommées que des propriétés par position, parce que sinon, ça devient vite le bazar. Je pense que c'est utile, pendant un moment, par exemple, quand on fait des fonctions qui sont privées, pour faire des algos particuliers, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de créer des classes intermédiaires, alors qu'en fait la visibilité elle est vraiment scopée à l'algo. Il y a des librairies de type tuple, on peut utiliser des tuples aussi. Les records sont quand même mieux, notamment parce qu'on a les propriétés de mots. N'utilisez surtout pas les records, alors c'est mon avis perso encore une fois, pour mettre 2 valeurs, la valeur de retour ou une erreur. J'ai discuté sur Twitter la semaine dernière avec un Australien, ça a duré la vidéra
C'est-à-dire, surtout ne fais pas ça. C'est le même problème que Assac Snapshot, où en fait, le record ne vous empêche pas d'avoir la valeur à une erreur. Et vous faites quoi? Vous croyez plutôt l'erreur, plutôt la valeur, parce que c'est un cas intermédiaire. C'est pas fait pour ça, les records. C'est fait pour créer rapidement une data class avec des types hétérogènes. Et c'est tout. Donc, record, je mets 3 étoiles. C'est sympa, mais pattern matching, c'est génial. Le code est vachement plus lisible. D'un point de vue sémantique, on exprime vraiment ce qu'on a envie de faire, mais du point de vue visuel, rappelez-vous le JSON case. Moi, je trouve on voit vraiment ce qu'on a envie d'extraire, le JSON. Et même d'ailleurs dans les autres pattern matching qu'on a fait. C'est beaucoup plus concis. Et je trouve qu'on voit beaucoup plus les bugs, enfin les problèmes de pattern qu'on n'aurait pas mis en place. Le premier JSON, je défie, même d'ailleurs celui du formatting, je défie quelqu'un en regardant quelques minutes le code de dire ah, t'as oublié ça, parce que quand. Je trouve que c'est plus lisible. Les switch expressions, je vous en ai déjà parlé, il n'y a plus de code impératif. Voilà, c'est juste le retour d'une expression qui elle-même appelle. J'ai oublié de le dire, mais les switch expressions, vous avez vu, il n'y a plus le mot-clé case, il n'y a plus le mot-clé break, pardon. Plus le mot-clé break. Je crois qu'on peut continuer à le mettre, mais c'est plus la peine de le mettre. Mais par contre, il n'y a pas les 2 points, c'est-à-dire on ne peut pas mettre des accolades et faire plusieurs lignes de code. Vous êtes obligé d'appeler une seule fonction dans les switch expressions. Alors si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez appeler une fonction, une méthode, quelque chose. Et alors les silos de classe plus le pattern matching, c'est le combo génial. Là, vous n'allez plus avoir d'erreur. Et s'il y a un message que je dois vous faire passer, c'est que cette vérification, elle se fait à la compile. C'est à la compile que le compilo va savoir si vous avez oublié un cas d'erreur. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors, je vous l'ai mis, c'est juste pour lancer un petit truc. En fait, c'est des algébriques data type, qui sont, je ne sais pas si vous vous rappelez de la théorie, machin. Moi j'ai dû réviser un peu pour faire le talk, hein, je vous rassure. Mais en fait, c'est des sum type de product type. Ce qui fait la transition, bon d'abord j'adore, voilà, ça vous le saviez je pense. Et ça me pose la question de dire, parce que moi je serais très intéressé et partager ça peut-être avec d'autres, parce que pas tout le temps moi qui prends la parole, c'est de parler un peu de programmation fonctionnelle, parce que c'est pas appris à l'école, c'est un paradigme qui est complètement différent, qui est un petit peu plus compliqué au départ, mais qui permet de faire du code qui ne plante jamais. J'exagère pas quand ça plante pas. Hein. Moi j'ai fait pendant 2 ans du Scala, chez un de vos voisins là, pour pas le nommer. En fait, on peut se tromper dans l'algo. Bien sûr qu'on peut faire des erreurs, mais le code ne plantera pas. Et en fait, c'est possible aujourd'hui de faire du code fonctionnel en Flutter. Alors des fois, on se casse la tête, hein, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est juste une idée. Voilà. Et si vous avez des questions, comme les pizzas sont pas pour arriver, je peux y répondre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous allez utiliser Dart 3 demain? Ouais, justement, tu as un retour d'expérience rapide sur le passage à Dart 3 Alors, rapide, effectivement. Parce que là, j'ai démarré un nouveau projet. Dart 3 n'était pas sorti. Mais comme je savais que ça allait sortir là, j'ai dit, il ne faut surtout pas partir en Dart 2. Tu mets enable toutes les fonctions un peu expérimentales et puis tu vois. Je ne suis peut-être pas encore passé sur la stade, il faut que je le fasse. Donc ça, je ne peux pas t'en parler là-dessus. Par contre, moi j'ai testé. Je pense que le plus gros risque, alors déjà Flutter, parce que du coup c'est Flutter 3.10 je crois, donc c'est matériel 3, donc tu risques d'avoir le problème, mais il y a un booléen dans les thèmes qui permet de dire si tu passes à matériel 3 ou pas, parce que ça à mon avis ça peut causer un peu le bazar. Et le gros risque, il est justement sur les classes modifieurs, j'ai juste parlé de Silod, et il y a d'autres mots-clés qui sont intervenus dans R3, qui sont interface et mixin, qui permettent en fait de ne plus pouvoir faire n'importe quoi. Donc si tu les utilises, suivant ton code, tu peux avoir. Par contre, moi je dis ça ne coûte pas grand-chose de dire, tu te fais une branche, tu migres avec FVM, et tu regardes si c'est rouge ou pas. Et après tu dis je le fais maintenant. Peut-être que toi tu es en train de lancer la version lundi, tu ne veux peut-être pas le faire ce week-end. Non, c'est pas voilà, moi je ne prendrais pas le risque. Hein. Mais voilà. Mais je pense pas. Après, je suis pas parti d'un projet existant qui était en Dart 2 dernière génération
et de dire bah, je passe en Dart 3 et ça me quoi. Après, je pense qu'on va le faire rapidement aussi. On va tester rapidement. Ouais. Après, il n'y a pas de breaking change. Nous, on utilise du Dart 3 parce qu'on utilise la 3.10, mais on n'a pas utilisé ces mots-clés-là. Oui. Et on n'a pas eu de. Tout ce qu'on écrivait avant en Dart 2 marche quand Ah même. ben voilà, tu as un bon retour d'expérience. Mais du coup, on n'a pas encore passé. Ouais. Je pense qu'on fera au fur et à mesure de nos développements. Ouais. Alors moi je dis pas, tu as raison, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais Oui, je on dis va pas pas prenez réécrire votre code le base code. et puis vous migrez tout, enfin ça n'a pas de sens. Par contre quand vous revenez sur du code parce qu'il y a un petit truc à rajouter, machin, bah, ça vaut le coup d'être plus expressif, plus concis et du coup d'avoir moins de bugs. Quoi. Parce que je pense qu'on cherche tous à avoir moins de bugs. Hein. Ouais. C'est pas comme quand on est passé à la null safety en Dart Ouais. où là on a dû repasser sur tout. Ah ouais, là on a tous transpiré je crois. Ouais. Ouais. Mais il y avait un outil pas mal. Oui, mais il faisait un peu n'importe quoi quand même. Ouais, ça prenait une journée, une demi-journée. Après. Ouais. Là, c'est Oui. pas le cas. Tu utilisais Copilote. Oui. Est-ce que tu peux nous faire des retours un petit peu là-dessus? Alors copilote, il y en a qui utilisent copilote ou pas? Déjà, qu'est-ce que. Moi, Ah, j'ai essayé, pardon. mais c'est pas. Donc, Alors c'était gratuit. copilote, c'est l'IA de GitHub qui, avec IntelliSense que tu as sur VS Code ou IntelliJ, moi c'est IntelliJ que j'ai, hein, mais qui en fait te propose de la compilation de code, mais pas juste en te proposant les méthodes qui sont disponibles par exemple sur une instance de classe, mais qui te propose du code par rapport à ton contexte. J'ai fait un BBL il n'y a pas longtemps à la mission où j'étais avant. Tu mets un commentaire, tu dis fais-moi une fonction factorielle récursive tail, alors sans appel de la pile, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours. Ça dure à peu près 1 seconde 5. Et il a fait le tail récursif. Et je l'avais fait en Dart. Qui fait la même chose. Tu as le curseur qui fait aussi la même chose. Oui, il y en a peut-être d'autres. Puis en gratuit, là, il y a AWS qui a sorti Code Whisperer. J'ai testé la semaine dernière. C'est un peu moins rapide que Copilote. Mais... Voilà. Après, il faut se Après, poser des c'est- questions de c'est privacy. aussi, Globalement, je pense que ça va pour des licences individuelles, c'est 10 $ par mois. Et pour une entreprise, c'est 19. Et je crois que les entreprises, elles peuvent rajouter beaucoup plus de choses sur la privacy, mais je ne connais pas parce que moi, c'est perso. Et pour répondre à ta question, Pierre, moi je dis c'est super, mais si vous ne maîtrisez pas le code, vous allez produire de la merde. Voilà. Pas parce qu'il n'était pas juste là, hein, plein de fois. Ah non, mais il est jamais juste en fait. Ah ouais, Il est jamais juste. Enfin, c'est comme toutes les IA, elles veulent toutes te faire plaisir. Donc tu leur demandes quelque chose, elles te mettent du code. Et ça tombe bien, ça tombe pas bien. Voilà. C'est cohérent, mais pas vrai. Et en plus, alors là où il est très fort quand même, c'est pour écrire les TU. Alors ça, c'est super. Alors vous écrivez, vous faites générer votre code par une IA, puis après vous lui demandez de faire des TU. Les TU vont être verts, donc il va valider du code qu'il a généré, que vous n'avez pas vérifié. Donc autant vous dire que votre PO ne va pas être content quand il va tester. Quoi. Non, c'est bien, on est plus productif globalement, mais quand même, il faut faire gaffe. Quoi. Et moi, je vois un alternant, par contre, je raconte ma vie dans la mission où je suis actuellement, qui ne jure que par ChatGPT. Dès qu'il y a une question, c'est il pose à ChatGPT. Et puis il fait un petit copier-coller. Pardon, hein, s'il y a des alternants, c'est pas de généralité que je fais. Hein. Et son code, il marche. Il marche. La dernière fois, je lui demandais de faire une action GitHub pour déployer du Nest.js. Il l'a fait, ça a marché. Hein. Mais en fait, il n'avait pas lu la doc. ChatGPT avait appris l'action GitHub en 2021. Donc, il n'avait même pas lu la doc. Et en fait, il y avait des trucs qui étaient vachement plus simples. Quoi. Et donc, moi, j'ai repassé du temps à corriger son truc, à aller voir la doc. En plus, je lui ai rien appris. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'apprend pas quand on... Voilà. Donc, voilà. Top, mais... Voilà. Après, c'est super rentable. Hein. Enfin, je veux dire, pour des gens qui maîtrisent ce qu'ils font, c'est extrêmement rentable. Si on calcule le coût d'une masse salariale d'un dev moyen par jour, on dit que ça coûte 19 $ par mois, c'est quelques minutes. Hein. Un bon use case quand même pour les tests unitaires, c'est quand ils te génèrent les jeux de données. Ils te génèrent automatiquement le modèle, le cas qui passe, le cas qui passe pas, un truc que tu t'apprêts à la main. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est pour ça que les tests unitaires, c'est vachement confortable. C'est vraiment efficace. D'autres questions, les pizzas sont pas encore là. Pardon si j'ai froissé quelqu'un. Rien de tel que d'aller voir la doc. Ben, merci Eric. Bah, ouais, c'est